Je me suis engagée dans l'allée à 23h47, les mains encore tremblantes d'avoir serré le volant pendant 10 heures d'affilée. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du porche, qui ressemblait plus à une formalité qu'à un véritable accueil. J'avais traversé 2 États, fait 3 arrêts, et affronté un orage terrifiant pour arriver ici. Mon dos me faisait atrocement souffrir, mes yeux brûlaient, et je ne tenais plus que grâce au café des stations-service et à l'excitation de voir enfin mon petit frère se marier. J'ai attrapé mon sac de voyage dans le coffre et me suis dirigée vers la porte d'entrée. Avant même que je puisse frapper, elle s'est ouverte. Ma mère se tenait là, en peignoir, les cheveux enroulés dans des bigoudis, me regardant comme si j'étais une vendeuse ambulante venue déranger à minuit. « Amélie, dit-elle d'un ton plat. Qu'est-ce que tu fais ici ? » J'ai ri, parce que faire d'autre quand ton cerveau refuse de comprendre ce qui se passe ? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici ? C'est le mariage de Lucas. J'ai conduit toute la journée pour arriver à temps. Elle m'a juste regardé, sans rien dire. Comme si je parlais une autre langue. Puis mon père est apparu derrière elle, se grattant le ventre à travers son maillot de corps. Le mariage a eu lieu hier, Amélie. Ces mots m'ont frappé comme une douche glacée. Quoi ? Hier, répéta ma mère, plus lentement cette fois, comme si j'étais sourde. Samedi. On est dimanche maintenant, enfin, techniquement lundi matin. Tu es en retard d'1 jour. Je suis restée là, mon sac encore sur l'épaule, sentant son poids s'enfoncer dans mes muscles endoloris. Mais, tu m'as dit que c'était dimanche. Tu m'as envoyé l'invitation. Tu l'as confirmé 3 fois. Papa haussa les épaules. Tu as dû te tromper. Ce genre d'erreur arrive. Où est Lucas ? Demandai-je, la voix légèrement tremblante. Je peux au moins le voir ? Ils sont partis en lune de miel cet après-midi, répondit ma mère. Ils ne reviendront pas avant 2 semaines. Aux Maldives, je crois. Ou à Bali. Enfin bref, ils sont partis. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Une minuscule fracture, mais bien réelle. Donc, vous êtes en train de me dire que j'ai conduit 10 heures, pris 3 jours de congé, et raté le mariage de mon seul frère parce que personne n'a pris la peine de corriger la date ? Maman soupira, comme si j'exagérais. Tu aurais dû appeler pour confirmer. J'ai appelé. Tu m'as dit dimanche. Ah bon ? Elle regarda papa, qui haussa de nouveau les épaules. Ce geste allait me hanter. Je restai là encore un instant, attendant quelque chose. Des excuses. Une explication. Ou même juste un « désolé pour tout ce trajet pour rien ». Mais non. Il me regardait simplement, vaguement agacé par ma présence. Alors j'ai souri. Pas un vrai sourire, non. Celui qu'on fait quand on comprend que se mettre en colère ne servirait à rien, parce que les autres s'en fichent. D'accord, dis-je. Eh bien, je vais repartir alors. Maintenant ? Demanda papa. Il est minuit. Oui. Je fis demi-tour et regagnai ma voiture. Amélie, sois raisonnable, cria maman derrière moi. Reste au moins pour la nuit. Tu as l'air épuisé. J'ouvris la portière et jetai mon sac à l'intérieur. Ça ira. Merci quand même. Je roulai jusqu'à un hôtel à 15 minutes de là et pleurai sur le parking pendant 20 bonnes minutes avant de m'enregistrer. Le réceptionniste m'adressa un regard compatissant, mais ne posa aucune question. Petite miséricorde. Le lendemain matin, assise dans cette chambre d'hôtel avec un café infect et un petit déjeuner continental encore pire, j'ai pris une décision. J'avais passé toute ma vie à essayer de trouver ma place dans une famille qui n'avait jamais voulu m'en faire une. Lucas avait toujours été l'enfant doré. Le fils. Celui qui comptait. Moi, j'étais juste là. La grande sœur partie à la fac et qui, selon eux, n'était jamais vraiment revenue. J'avais envoyé de l'argent quand l'entreprise de mon père allait mal. J'étais rentrée pour chaque fête que je pouvais me permettre. J'appelais chaque semaine, comme une horloge. Et pourquoi ? Pour conduire 10 heures vers un mariage, que j'ai manqué d'1 jour ? J'ai ouvert mon application bancaire et commencé à cliquer. Un par un,
j'ai supprimé mes parents de tous les comptes où ils étaient utilisateurs autorisés. Le compte épargne commun ouvert, pour les urgences? Fermé. La carte de crédit, juste au cas où? Bloqué. Les virements mensuels pour les aider à payer leurs prêts immobiliers? Annulé. Puis j'ai repris la route. 10 heures de plus. Je me suis arrêté à une autre aire d'autoroute cette fois, avec un meilleur café. Quand je suis rentré dans mon appartement, j'ai dormi 14 heures d'affilée. 5 jours plus tard, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. Maman. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Et encore. Puis papa. Puis Lucas, apparemment rentré de sa lune de miel plus tôt, ou avec du Wi-Fi sur la plage. Je les ai tous ignorés. Enfin, j'ai répondu. Allô? Amélie, oh mon Dieu, dit maman, la voix perçante. La carte ne fonctionne pas. Nous avons essayé de faire des courses et ça a été refusé. Et le virement n'est pas passé ce mois-ci. Il y a un problème avec la banque? Je pris une gorgée de mon café. Du vrai café, préparé avec ma cafetière à piston, pas la boue des stations-service. Ah, ça? Oui, je les ai toutes bloquées. Silence. Un silence magnifique et stupéfait. Quoi? La voix de papa maintenant. Elle m'avait mise sur haut-parleur. J'ai bloqué les cartes. Fermé les comptes. Arrêté les virements. Tout. Amélie, ce n'est pas drôle, dit maman. Nous avons des factures à payer. Le traitement de ton père. Je suis sûre que vous vous débrouillerez, dis-je. Tout comme j'ai dû me débrouiller pour conduire 20 heures aller-retour pour un mariage qui n'avait pas lieu le bon jour. C'était une erreur honnête, s'exclama papa. Vraiment? Parce que tu sais ce que j'ai réalisé sur le chemin du retour? Ce n'était pas la première fois. Tu te souviens de ma remise de diplôme universitaire? Tu l'as manqué parce que Lucas avait un tournoi de foot. Tu te souviens quand j'ai été promu analyste senior? Tu as oublié d'appeler parce que tu aidais Lucas à emménager dans son nouvel appartement. Encore. Amélie, tu es incroyablement égoïste en ce moment, dit maman, et je pouvais entendre le tremblement dans sa voix. Pas de la tristesse. De la colère. Nous sommes tes parents. Tu as des responsabilités. Et vous aviez la responsabilité d'être là pour moi, dis-je. Juste une fois. Mais vous ne l'avez pas fait. Alors maintenant, j'ai fini de me montrer pour vous. Tu ne peux pas faire ça, dit papa. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons mis un toit au-dessus de la tête. Et je vous ai remboursé 10 fois pour ça, dis-je. Je vous ai envoyé plus de 30 000 € rien que ces 3 dernières années. Je dirais qu'on est quitte. Amélie, s'il te plaît, dit maman, maintenant en larmes. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. C'est ce que tu veux entendre? Nous sommes désolés. Je fermais les yeux. Une partie de moi, celle qui était encore cette petite fille désespérée d'obtenir l'approbation de ses parents, voulait céder. Vouloir dire que ça allait, que ce n'était pas grave, qu'on oublie tout. Mais je n'étais plus cette petite fille. Il ne s'agit pas des excuses, dis-je calmement. Il s'agit du fait qu'il a fallu que je vous coupe financièrement pour que vous appeliez. Pas pour vous excuser du mariage. Pas pour vérifier si je suis rentrée saine et sauve après avoir conduit toute la nuit. Mais parce que votre carte a été refusée. Encore du silence. Je dois y aller, dis-je. Ne m'appelez pas sauf en cas d'urgence. Une vraie urgence. Pas financière. Je raccrochai. Ils ont essayé de rappeler. Je n'ai pas répondu. Lucas m'a laissé un message vocal me traitant de sans cœur. Sa nouvelle épouse, Johanna, m'a envoyé un long texto sur les valeurs familiales. Je l'ai supprimé sans lire au-delà de la première ligne. Ma tante Brigitte, la sœur de mon père, m'a appelé une semaine plus tard. Je n'ai failli pas répondre, mais elle avait toujours été gentille avec moi quand j'étais enfant. Amélie, chérie, dit-elle. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis sûre que oui, répondis-je. Laisse-moi deviner, ils t'ont dit que j'étais une fille horrible qui les avait abandonnés? En fait,
dit-elle, ta mère m'a raconté ce qui s'est passé pour le mariage. Et entre nous? Je pense que tu as eu raison. Je m'assis, surprise. Vraiment? Vraiment. J'aime mon frère, mais il a toujours eu des favoris. Nous l'avons tous vu. Tu méritais mieux. Je sentis les larmes me piquer les yeux. Merci de le dire. Prends soin de toi, ma chérie. Et ne les laisse pas te culpabiliser. Tu as mérité de te mettre en premier. Après avoir raccroché, j'ai de nouveau pleuré. Mais cette fois, c'était différent. Plus léger, d'une certaine manière. Les semaines sont devenues des mois. Mes parents ont fini par arrêter d'appeler. Lucas a envoyé un dernier texto, j'espère que tu es heureuse maintenant. Et je l'étais, en fait. Pas comme il l'entendait, mais je me sentais plus légère. Plus libre. Je ne portais plus le poids de leurs attentes. J'ai commencé à utiliser l'argent que je leur envoyais pour moi-même. J'ai pris un cours de poterie. Je suis allée en thérapie. J'ai adopté un chat nommé Rudy qui dormait sur mes pieds chaque nuit. J'ai voyagé à Prague pour un week-end simplement parce que je n'y étais jamais allée. Je me suis acheté un très beau manteau d'hiver, le genre dont je me privais toujours en me disant « c'est trop cher » et « je devrais économiser cet argent ». Au travail, j'ai obtenu une autre promotion. Cette fois, pour célébrer, j'ai appelé ma tante Brigitte et ma meilleure amie Elena. Nous sommes sortis prendre du champagne et des amuse-bouches raffinées et avons ri jusqu'à ce que mon visage me fasse mal. Personne n'a oublié. Personne n'avait un engagement plus important. 6 mois après le désastre du mariage, je suis tombée sur Johanna au supermarché. Elle avait l'air mal à l'aise en me voyant. « Amélie » dit-elle, son sourire forcé. « Salut. »« Salut » répondis-je, gardant une voix neutre. « Comment ça va ? » ?»« Bien. »« Vraiment bien, en fait. » Elle déplaça son panier d'une main à l'autre. « Écoute, je voulais te dire, je pense que je comprends mieux maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. » Je haussai un sourcil. « Oh. Les parents de Lucas. » Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Ils sont très impliqués. Dans tout. Ils ont des opinions sur la manière dont nous devrions dépenser notre argent, où nous devrions vivre, quand nous devrions avoir des enfants. C'est beaucoup. » J'ai failli rire. Bienvenue dans la famille. Le problème, continua-t-elle, c'est qu'ils nous demandent constamment de l'argent. Pour de petites choses, mais ça s'accumule. Et quand Lucas dit qu'on ne peut pas se le permettre pour l'instant, ils ressortent tout ce qu'ils ont jamais fait pour lui. C'est épuisant. Oui, dis-je. Ça l'est. Elle me regarda un long moment. Je suis désolée. Pour le message que je t'ai envoyé. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Ce n'est rien, dis-je. Et je le pensais. Je n'avais pas besoin de ces excuses, mais c'était agréable à entendre quand même. 1 an après tous ces événements, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Amélie ? C'était Lucas. Sa voix était différente. Fatiguée. Que veux-tu ? Demandai-je. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Pour de vrai cette fois. Pas parce que je veux quelque chose, mais parce que tu méritais mieux. De nous tous. Je me suis assise sur mon canapé, Rudy sautant immédiatement sur mes genoux. Qu'est-ce qui t'amène à dire ça ? Johanna et moi sommes en thérapie, dit-il. On travaille sur certaines choses. Et j'ai beaucoup réfléchi, à tout. À la façon dont maman et papa t'ont traité. Te traitent. Je ne l'avais jamais vraiment vu avant, mais je le vois maintenant. D'accord, dis-je prudemment. Je ne te demande pas de me pardonner, continua-t-il. Ni de revenir. Je voulais juste que tu saches que je le vois. Et je suis désolée de ne pas t'avoir défendu. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Ce n'était pas une conversation magique qui résout tout, mais c'était un début. Il m'a parlé des difficultés dans son mariage, de la façon dont l'ingérence constante de nos parents mettait tout en tension. Je lui ai parlé de la thérapie, d'apprendre à poser des limites, de combien j'étais plus heureuse.
Peut-être pourrions-nous prendre un café un de ces jours, dit-il. Juste nous? Peut-être, répondis-je. Laisse-moi y réfléchir. C'est juste, dit-il. J'attendrai. Nous avons finalement pris un café ensemble. Puis un déjeuner. Puis un dîner de temps en temps. Notre relation n'est plus ce qu'elle était, et elle ne le sera peut-être jamais. Mais c'est quelque chose. C'est réel et honnête, et c'est plus que ce que nous avions avant. Mes parents et moi ne parlons toujours pas. Ils envoient une carte pour mon anniversaire et Noël, toujours avec une petite note sur le fait qu'ils espèrent que je vais bien, et aimeraient me voir. J'envoie des textos polis pour les remercier et c'est tout. Peut-être qu'un jour nous reconstruirons quelque chose. Peut-être pas. Je suis d'accord avec les deux possibilités. Le fait est que j'ai appris quelque chose d'important dans tout cela. L'amour ne doit pas être conditionnel. La famille ne doit pas être une transaction. Et être présent pour quelqu'un ne devrait pas ressembler à payer une dette qui ne diminue jamais. J'ai conduit 10 heures pour un mariage que j'ai raté parce que personne ne se souciait de vérifier la date. Mais en faisant cela, j'ai trouvé quelque chose de mieux, moi-même. Ma valeur. Mes limites. Ma paix. Et tu sais quoi? Ce retour de 10 heures, celui que j'ai fait à minuit avec des larmes sur le visage? C'était le début de la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je n'ai pas perdu ma famille cette nuit-là. J'ai perdu la version de moi-même qui continuait de rétrécir pour rentrer dans leur vie. Et j'ai trouvé la version qui était assez grande, assez entière et assez forte pour tenir seule. Parfois, les personnes censées t'aimer le plus sont celles qui te font te sentir le plus petit. Et parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de t'éloigner. Je souris vraiment maintenant. Pas le faux sourire que je leur avais donné dans l'embrasure de la porte cette nuit-là. Et chaque fois que quelqu'un me demande ma famille, je parle de tante Brigitte, d'Elena, de ma thérapeute qui garde un bol de bon chocolat dans son bureau. Je parle de Rudy, de mon cours de poterie et du voyage que je prévois à Barcelone. Parce que la famille n'est pas juste le sang. Ce sont les personnes qui se montrent. Qui se souviennent. Qui te font de la place à table. Et pour la première fois de ma vie, je suis entourée de personnes qui veulent vraiment que je sois là. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.